Aujourd'hui, c'est jeudi et comme chaque jeudi, c'est le jour de ma thèse en synthèse. Ma thèse en synthèse, c'est quoi? Si vous n'êtes jamais venu, eh bien, il s'agit d'une initiative lancée par le Discord du Vortex où nos amis thésards présentent leurs travaux à notre petite tribu de fans de science. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et la chance d'accueillir Natowa. Ça va? Ça va très bien, merci. Eh bien, écoute, bienvenue à cette thèse en synthèse. Alors, toi, tu as fini ta thèse tu vas finir ta thèse, pardon, en septembre. Tu travailles actuellement au laboratoire du CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique, dans le cadre d'une convention CIFRE, alors qu'on peut percevoir un petit peu en fait comme un partenariat public-privé. Donc, tu travailles aussi dans une entreprise, mais que l'on ne peut pas citer. Hein, chut, chut, pas de marque. Ça fait 3 ans que tu travailles maintenant sur cette thèse et tu es à la base ingénieur matériaux. Tu sors de l'École nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges. Ça va? C'est bon? C'est tout bon. Super. Et cette semaine, il va nous parler de stockage temporaire d'énergie électrique sous forme électrochimique via des condensateurs électrolytiques. Bon, dans l'idée, il bosse sur des batteries, mais avec des propriétés comme celle de se remplir et de se vider très rapidement. Ce sont des composants indispensables en électronique, surtout dans notre monde, toujours plus tourné vers le stockage d'électricité et la miniaturisation. Parmi ces modules, le condensateur est un des éléments utilisés pour le stockage d'énergie sous forme chimique. Ces domaines d'application sont très variés comme le médical, l'aérospatial, l'automobile, le transport d'électricité. La composition d'un condensateur est la suivante. Un papier imbibé d'une solution électrolytique pris en sandwich entre deux feuilles d'aluminium, une première fine appelée cathode et une deuxième plus épaisse appelée anode. C'est cette dernière qui assure la propriété de stockage électrique du condensateur. Sa thèse, pardon, c'est pas la mienne. Sa thèse porte sur l'amélioration du traitement électrochimique de l'anode et notamment le développement de sa surface. Le traitement vise à augmenter la surface de la feuille via des tunnels micrométriques perpendiculaires. Son sujet porte donc sur la compréhension de ce mécanisme de gravure et son optimisation afin d'atteindre de meilleures propriétés électriques. Ça te parle, ça va? C'est ça? C'est exactement ça. C'est Eh bien, parfait. écoute, je te laisse continuer tranquillement et nous faire la présentation de ta thèse en synthèse. À toi, Natawa. Super, très bien. Déjà, merci à ceux qui sont rendus disponibles pour m'écouter. C'est vraiment un plaisir d'être là. Donc aujourd'hui, voilà, comme l'a très bien introduit Réal Myop, je vais vous parler donc de mon sujet de thèse et notamment de la densification de tunnels sur feuilles d'aluminium. Alors, comme tous les sujets de thèse, ne vous inquiétez pas, c'est incompréhensible, mais je suis là pour vous l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Heu, Avant de commencer, je me fais un petit peu de pub, je suis désolé, je me fais un petit peu de pub pour ma chaîne YouTube qui s'appelle Natoaciture, où je fais principalement de la vulgarisation scientifique autour des chiffres et des nombres. Donc si ça vous intéresse, passez regarder et puis surtout, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, ça me ferait très plaisir. Donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet de ma présentation, notamment sur la densification de tunnels sur feuilles d'aluminium, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi des tunnels? Pourquoi des feuilles d'aluminium? Je vais d'abord introduire quelques concepts avant pour ne pas perdre tout le monde parce que c'est déjà un sujet suffisamment compliqué comme ça. Alors, une première notion est celle de surface spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? En fait, je vais vous demander une petite expérience de pensée avant tout. C'est d'imaginer un objet, un rectangle, un parallélépipède rectangle, que vous voyez sous deux aspects. Un qui est tout à fait rasant, la vue de gauche, vous voyez la surface. Imaginez même que vous avez des super pouvoirs et que vous êtes capable un petit peu de voir aussi dans l'épaisseur de cet objet. Et une autre vue à droite où vous voyez au-dessus de cet objet. Vous arrivez pile poil à ne voir qu'un rectangle qui est le rectangle de la face supérieure de cet objet. Bon, si je vous demande de me donner en fait la surface de la face supérieure de ce matériau, vu que c'est un rectangle, vous allez me répondre tout simplement la longueur fois la largeur et vous aurez tout à fait raison. C'est ce qu'on a appris, c'est la surface d'un rectangle, on multiplie un côté par un autre et on obtient sa surface. Maintenant, j'ai envie de pousser un petit peu plus l'expérience de pensée et de et d'imaginer qu'on puisse faire un trou dans dans ce matériau. Là, imaginons qu'on fasse un trou parfait, c'est-à-dire que notre vue de la surface supérieure de ce rectangle, eh bien, elle ne soit pas affectée. C'est un trou vraiment parfait, on n'a pas de perspective, on n'a rien du tout, mais en épaisseur, dans la vue en épaisseur, par contre, on arrive effectivement à voir un trou. Et maintenant, je vais vous demander la même question, en fait, je vais vous poser la même question
c'est quelle est la surface de de cette face supérieure. Alors là, du coup, il y a 2 écoles un petit peu, c'est un peu brouillon là tout de suite. Il y a ceux qui regarderont l'objet du dessus et qui continueront à dire que c'est sa longueur fois sa largeur, hein. La surface de la face supérieure, c'est la longueur fois la largeur, c'est un rectangle, donc voilà. Et il y a ceux qui regarderont en fait de côté dans une vue en quelque sorte rasante et qui diront: «Ah ouais, mais non, ça va pas quand même, parce qu'il y a un trou. Alors il faudrait enlever la surface du trou qui a été fait et rajouter la face, des côtés du trou. Faudrait calculer la surface de ce que c'est». On sent qu'il y a autre chose, hein, on sent qu'il y a un peu plus, mais dans les 2 cas, en fait, vous aurez raison. C'est simplement qu'on parle pas du tout de la même surface dans les 2 cas. Dans un cas, à droite, on va parler de la surface apparente et ça veut exactement dire ce que ça veut dire, hein. C'est tout simplement, en apparence, eh bien, mon rectangle est la surface d'un rectangle. C'est la surface, a priori, qui s'applique à tous les objets géométriques qu'on a l'habitude de voir. Les rectangles, les cercles, les carrés, tout ça, on nous a appris des surfaces apparentes. Mais là, on a rajouté un trou, et là-dessus, ce trou, il va tout changer, puisque maintenant, on va parler de surface spécifique. La surface spécifique, en fait, là, je l'ai symbolisé par un trou fait dans le matériau, mais ça va être la surface du matériau avec un rajout très important. On va rajouter toutes les rugosités de surface de ce matériau. S'il a des trous, s'il a des vallées, s'il a des pics, si on va rajouter tout ça à la suite et on va obtenir, entre guillemets, la vraie surface de ce matériau. Je dis bien entre guillemets parce que du coup, comme vous avez vu, il y a 2 surfaces. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la surface spécifique. C'est cette surface où, en fait, on va prendre en compte toutes les aspérités, toute la rugosité du matériau. Alors, très bien, pourquoi on parle de trous, hein? Et je vous demande un petit peu d'être patient encore une fois, parce que maintenant je vais vous introduire au principe du condensateur. Alors comme l'a dit Réal Niop, eh bien, le condensateur, c'est comme une batterie qui se charge et se décharge assez très vite. Alors oui, c'est vrai, hein, je vous ai mis un petit exemple. Là, je vous ai mis l'exemple d'un condensateur électrolytique bobiné. Alors, c'est celui qu'on trouve le plus souvent, hein, c'est si vous allez dans un magasin d'électronique, si votre passion c'est démonter des frigos ou des télés, vous allez très certainement en trouver des comme ça. Et en fait, voilà comment c'est fait. C'est en fait vraiment plusieurs feuilles qui sont bobinées, bobinées les unes aux autres, qui forment du coup à la fin un cylindre et qu'on va ensuite empaqueter en fait dans, voilà, avec un couvercle et voilà, pour le protéger, on fait les connexions et après ça part sur un circuit électronique, là où on a besoin de stocker de l'électricité. Bon, si on regarde un petit peu en détail, de façon schématique, comment c'est fait un condensateur, eh bien, en fait, ça va être deux objets en regard qu'on appelle des électrodes. Alors, j'ai détaillé un petit peu, on a donc, partant de la gauche, on a un câble, hein, qui vient jusqu'à la première électrode. Cette première électrode, eh bien, elle est conductrice, hein, c'est un métal. Dans notre cas, on va dire que c'est de l'aluminium parce que ça me convient pour la suite de cette présentation. Cette électrode est donc conductrice et on va lui mettre par-dessus, bien collé comme il faut dessus, on va lui mettre un isolant. Et en face de ça, sur l'autre électrode qu'on va appeler la contre-électrode, on va faire exactement la même chose. On va juste répéter le même schéma, mais en inversé. Donc on se retrouve en fait avec deux électrodes qui sont conductrices et au milieu, un isolant qui empêche le courant de traverser et de continuer comme s'il y avait simplement un fil. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau du courant? Eh bien, le courant, que j'ai représenté par I et par la petite flèche bleue ici, eh bien, il amène des charges électriques. Ces charges électriques sont des charges négatives, hein, si vous connaissez, donc ce sont des électrons qui vont venir jusqu'à l'électrode et ils vont, entre guillemets, rester collés à l'isolant. En fait, on va les pousser contre l'isolant et ils vont s'accumuler. C'est ce qu'on appelle la charge du condensateur. En fait, on est en train de charger le condensateur. Puisqu'en fait, ces électrons se heurtent à un matériau isolant, ils ne peuvent pas passer sur la contre-électrode. Et donc, au fur et à mesure qu'on va charger l'électrode, eh bien, on va charger le condensateur, on va le charger en énergie. Et avec ça, avec cette charge, eh bien, peut-être que dans notre circuit, on va avoir besoin de le décharger pour alimenter un équipement électronique en particulier. Alors,
c'est là où je fais mon lien avec ce que j'ai présenté un petit peu avant. On a ces charges électriques qui viennent contre l'isolant, mais on se doute bien que là, bon, j'ai fait une électrode plate, mais on se dit, eh, ce serait dommage, faudrait pouvoir en accumuler plus, parce que si on accumule plus de charge, on accumule plus d'énergie, et donc notre condensateur, il accumule encore plus d'énergie. C'est ce qu'on veut, hein, stocker de l'énergie. C'est ça notre but dans la vie. Donc, je vais m'intéresser en fait à l'électrode, et je vais m'intéresser notamment, imaginons si notre électrode elle a un trou, comme je l'ai fait tout à l'heure. Eh bien, on remarque que, du coup, que si cette électrode, on lui fait un petit trou, eh bien, si on prend la même surface entre une feuille d'aluminium qui serait, voilà, non trouée, totalement lisse, et une feuille d'aluminium dans laquelle j'aurais fait ce petit trou, eh bien, même si on prend la même surface apparente, eh bien, entre les deux feuilles, je vais accumuler plus de charge dans l'une que dans l'autre, et notamment celle qui est trouée. Pourquoi? Parce que j'aurai une meilleure surface spécifique. Donc ça, c'est un phénomène qui est hyper intéressant, et c'est le cœur du sujet de ma thèse, en fait. Ça va être de structurer, en fait, la surface de ces électrodes pour pouvoir stocker plus de charge électrique à l'intérieur. Alors, ces trous, ils font combien? Ils sont très petits. Ils font environ 2 microns de diamètre. C'est une, voilà, je dis bien environ parce que on va voir un peu plus tard que c'est très dispersé comme valeur. Et ils font une quarantaine de microns de long, donc ils s'enfoncent très profondément dans la feuille. Le truc, c'est que je me dis, un trou avec 2 microns de diamètre et 40 microns de long, on va pas aller très loin, hein, on va pas non plus stocker beaucoup plus de charge. Donc moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, et je me dis, sur 1 mètre carré, on va essayer d'en faire 100 000. Voilà, alors, ça y est, Nato a pété les plombs, il veut faire des trous dans une feuille d'alu. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer que ça se fait très bien. Et je vais vous le montrer même avec des images directement, donc tirées d'un microscope électronique à balayage. Donc ici, sur ce microscope électronique à balayage, il nous permet de voir des objets très très petits, et notamment, voilà, je vais vous montrer des feuilles que j'ai pu faire grâce à cette méthode. C'est une méthode de gravure électrochimique. Alors, qu'est-ce que c'est en fait la gravure électrochimique? Eh bien, c'est un mot très compliqué, tout simplement pour dire qu'on va mettre cette feuille d'alu dans une solution avec de l'acide, typiquement de l'acide chlorhydrique et sulfurique. Ne faites surtout pas ça chez vous. Et en plus de ça, on va y mettre un très fort courant électrique. Pour ceux qui ont envie absolument de savoir, allez, donne-nous des chiffres un petit peu, hein, voilà. Dites-vous qu'on est à peu près aux alentours de 7000 ampères à une dizaine de volts. Donc ça fait quand même une sacrée puissance, hein, qui est envoyée sur cette feuille, ici. Et ce qui va se passer, c'est que grâce en fait à cet acide en fait que l'on va venir, qui va venir en fait ronger, dissoudre localement la feuille, on va réussir à faire des petits tunnels. Et on va graver ces petits tunnels. En fait, on va simplement ronger la feuille, mais selon l'axe d'un tunnel. Alors, à gauche, on a une vue de surface, donc là, on voit la surface de la feuille, la surface de cette électrode, et on se dit, putain, qu'est-ce qu'il a foutu sur la feuille? C'est n'importe quoi, elle ne ressemble plus à rien, avant elle était lisse, et maintenant elle est toute bouffée de tout partout. Et ben, c'est justement ce que j'ai envie de faire. C'est justement là où c'est là que l'électrode va prendre tout son sens, en fait, et être la plus utile. C'est là où on va développer le plus de surface spécifique. Encore une fois, je reviens sur ce terme, on veut de la surface. Donc ces trous, ils ont l'air de se faire un peu n'importe où, ils se font un peu comme ils veulent. En fait, ils vont se faire sur des défauts qui sont présents sur la feuille. Des défauts mécaniques, des défauts chimiques. Toutes ces petites choses vont faire en sorte de créer des petits défauts qui vont être un site d'initiation pour ces tunnels, qui vont du coup se prolonger ensuite au fur et à mesure que la dissolution électrochimique, pardon, et au fur et à mesure que cette dissolution continue, eh bien ces tunnels vont se propager. Et vous avez du coup la vue en coupe ici, la vue en coupe qui du coup nous permet de voir que ces tunnels sont majoritairement perpendiculaires à la feuille. Alors qu'est-ce qu'on voit exactement en vue de coupe? C'est là où du coup c'est une petite particularité. Qu'est-ce qu'on voit exactement? On a l'impression de voir des fils, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors pour obtenir cette image, en fait, on va prendre la feuille que l'on a envie d'observer en coupe, et on va la faire s'imprégner de résine. Cette résine, en fait, on va la faire s'imprégner dans les pores, dans ces tunnels. Elle va du coup prendre le volume de ces trous, elle va prendre le volume du vide qu'il y a dans la feuille, le vide qu'on a créé
en le dissolvant justement, et ensuite, eh bien, on va tout simplement dissoudre l'aluminium qui est prise dans cette résine. C'est bien qu'en fait, là, on voit une sorte de photo en négatif de la feuille. Là, ce que vous voyez, c'était l'emplacement des trous dans la feuille. Donc là-dessus, il y a voilà, c'est aussi une petite expérience de pensée. J'aime bien les expériences de pensée. C'est une petite expérience de pensée que d'imaginer qu'en fait, on voit surtout les trous, on voit le vide en fait, et c'est la résine qui a pris cette empreinte du vide qu'on a fait. Alors là-dessus, donc ça, c'est des choses voilà que j'ai réussi à faire et des choses qui se font. Et je vais vous présenter un des aspects de mon travail là-dessus, un des aspects de mon sujet de thèse, qui est notamment la structuration des pores. Moi, ce que j'ai réussi à faire en ces 3 ans, une des choses que j'ai réussi à faire, c'est d'arriver à structurer les pores et à leur faire initier des virages de manière contrôlée. En effet, si on imagine que tous les pores vont de façon perpendiculaire à la feuille, au bout d'un moment, on se rend bien compte qu'on va la traverser et qu'on risque tout simplement de la dissoudre. Or, on aimerait bien graver un peu plus parce qu'on sent que si on grave plus, on va faire plus de surface, on va développer plus de surface, et donc on va avoir des électrodes plus performantes. Donc, il faudrait trouver un moyen de graver plus. Mais si on grave plus, bah, on traverse la feuille, et au bout d'un moment, bah, on la dissout. Hein, on la dissout entièrement, et ça, on n'a pas trop envie que ça se passe. Donc, ce que j'ai essayé de faire, et ce que j'ai réussi à faire, c'est d'initier des virages. C'est-à-dire que pendant la gravure électrochimique, au lieu de continuer à graver de manière perpendiculaire à la feuille, eh bien, j'ai réussi du coup à lui faire initier des virages, tout ça en modulant en fait le courant apporté à la feuille pendant son traitement. Donc là, il y a des exemples, hein, voilà, de ce qu'on peut observer. Donc là, en fait, encore une fois, ce que je vous montre réellement, ce sont des résines, ici. C'est la résine qui a pris l'intérieur du pore, le volume du pore. Il n'y a plus d'aluminium, là, mais donc là, on observe vraiment le vide qu'il y avait dans la feuille. Et donc là, on peut voir donc tous les virages qui se sont initiés. Alors, on voit que certains pores n'ont pas du tout tourné. D'autres ont effectué, voilà, 4-5 virages. D'autres, en arrière-plan, on peut en voir un qui a tellement fait de virages, hein, il a tellement initié de virages qu'il a fait une espèce de pelote, en fait, hein, de vide autour de lui. Donc voilà, on a cette gravure qui est assez inhomogène pour le coup, mais on a aussi d'autres effets qui sont plus intéressants. Là, je vais rentrer aussi dans un autre détail ici, c'est le fait de pouvoir graver et de connecter les tunnels entre eux. Là, voilà, j'ai pu en voir un ici. Donc là, on avait des tunnels qui étaient qui continuaient tout droit sur eux, et un port, un tunnel qui est venu en fait tourner et se connecter à un tunnel déjà existant. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est des choses qui sont maîtrisées. Et qu'on aimerait le plus possible, que j'aimerais le plus possible promouvoir en fait, hein, dans cette gravure-là. Et voilà, là-dessus, ce qui peut se passer. Là, c'est une petite photo, celle-là, pour me faire plaisir. Voilà, pour voir un petit peu les bouts de certains pores qui peuvent être très petits. Là, on est de l'ordre des 600 nanomètres, hein, ici. Donc, comme je vous l'ai dit, en moyenne, ils font 2 microns de diamètre. Là, voilà, j'ai choisi des pores spécialement petits parce que c'est généralement les plus jolis à voir. Donc voilà, là voilà, on peut voir donc comment le tunnel en fait sa fin de vie au moment où il s'arrête. Eh bien, comment il se structure, comment il se forme à la fin. Donc on a cette espèce d'arrondi, hein, qui montre bien qu'on n'est pas sur une gravure qui est vraiment rectangulaire, hein. On est vraiment sur quelque chose où on sent bien que l'aluminium a été rogné, en fait, a été dissous partiellement. Donc voilà, ça résume un petit peu voilà, mes travaux sur cette structuration en fait, des pores dans la feuille d'aluminium. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie d'avoir été présent ici. Je vous laisse avec quelques petites photos MEB que je trouve assez jolies, voilà, et que j'aimerais vous partager. Et puis surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, essayez de me pousser dans mes retranchements. Voilà.
Bah, merci beaucoup Natowa pour cette présentation. Je pense que c'était très clair, franchement, tu l'as très bien expliqué. Et je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions. On retourne en salle d'attente. Je vais peut-être traditionnellement commencer. Le fait de faire des virages, là, ça augmente Ouais. considérablement la surface spécifique? Alors, Parce que je ça pense que l'augmente. l'intérêt, c'est vraiment d'augmenter de manière forte la surface spécifique. C'est ça, c'est ça. L'intérêt final, en fait, c'est vraiment augmenter la surface spécifique. Après, il y a un double effet qui se fait. C'est-à-dire que ces électrodes comme j'ai pu montrer, en fait, elles doivent être bobinées la plupart du temps. Il n'y a pas que cette technologie, mais 90% du marché, c'est du bobinage. Et donc, en fait, les bobinages, ça va très très vite. Donc, il faut que la feuille puisse résister, en fait. Elle résiste au fait que, voilà, elle soit pincée, puis tournée sur elle-même et bobinée selon plusieurs tours. Donc en fait, c'est un double effet par rapport à une gravure, je dirais perpendiculaire à la feuille où on continuerait à graver. C'est-à-dire qu'on va garder un cœur qu'on va appeler âme centrale de la feuille, qui va, retenir toutes les propriétés mécaniques de la feuille. Et donc là-dessus, c'est aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on est obligé de respecter un équilibre où on essaye de graver au maximum, parce que derrière, il y a de la surface spécifique, c'est ce qu'on veut, mais on veut pas non plus que la feuille devienne trop fragile à la fin et que du coup après elle soit inutilisable. Donc ça, ce double effet, il est là, c'est-à-dire que là, on peut continuer quand même à graver en effectuant des virages, sans atteindre en fait cette âme centrale qui va permettre à la feuille d'être encore très solide et de pouvoir être voilà, de pouvoir être bobinaire. Et tu as des pourcentages d'augmentation, justement grâce au virage? Euh, alors là-dessus, ouais, là-dessus on peut s'attendre à une augmentation. Alors avec d'autres procédés, tout ça machin, on peut aller jusqu'à plus 20% quasiment. De surface spécifique, 20 à 25%. Ce qui se traduit derrière par des bonnes montées, en fait. Faut s'imaginer que ça, après, au niveau industriel, c'est rangé par catégorie de feuilles, en fait. Euh, Celles qui ont c'est rangé par surface spécifique, en fait, hein. Plus la feuille a de surface spécifique, plus elle peut être vendue cher, et donc la techno derrière la qualité augmente. Et donc, ce qu'il y a, en fait, derrière, c'est, que là-dessus, on peut faire facilement 3 à 4 qualités, 3 à 4 qualités de feuilles au-dessus de ce qui se fait déjà avec ça. Voilà. Ce qui est, vraiment pas négligeable pour certains. Bah écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Je vais repartir dans l'ordre alphabétique, ce sera plus simple. Et donc on a une question de Ethan. Ouais, déjà merci pour ta presse. Rien. Moi j'ai une question concernant cette surface spécifique. Est-ce que du coup vous calculez comme étant du négatif, donc du enlevé à la feuille, ou du positif? Alors, pour répondre à ta question dans le côté, ce qui est enlevé, c'est une donnée qui est prise en compte, mais plus pour caractériser à quel point la feuille a été gravée. On va effectivement, par exemple, peser, un échantillon de la feuille avant gravure et après gravure. C'est pas ça qui est déterminant en fait pour la qualité de la feuille en fait. Ça c'est juste un paramètre interne pour savoir si on a beaucoup bouffé la feuille ou pas. Ce qu'on va plutôt mesurer en fait, c'est qu'on va mesurer des capacités. Voilà, donc des capacités électrostatiques. Donc c'est-à-dire que la capacité électrostatique, c'est toujours un peu bizarre de la définir comme ça, mais c'est la capacité du matériau à retenir des charges électriques. Et donc, comme on l'a vu, c'est directement lié en fait à la surface spécifique qui est développée sur le matériau, donc là, l'électrode. Et donc, on va surtout caractériser ça. On va caractériser en fait à quel point si on envoie des charges entre une feuille qui est très peu gravée et une autre qui est beaucoup gravée, bah, du coup, celle qui est beaucoup gravée a beaucoup plus de surface spécifique, et donc du coup, elle va retenir plus de charge électrique et donc avoir une capacité électrostatique plus élevée. Donc en fait, pour vraiment répondre à ta question, si on caractérise plutôt le volume, là on caractérise plutôt vraiment la surface en fait. C'est juste qu'on la caractérise à travers un autre nombre qui est la capacité électrostatique. Voilà.
Ok. Et du coup, j'avais une deuxième question, c'est quand tu dis que tu arrives à faire des tournants, etc., à l'acide de manière qu'il aille ronger autre part, Ouais. euh, du coup, est-ce que ces virages provoqués sont aléatoires est-ce qu'ils sont aléatoires par rapport au courant que tu envoies, ou est-ce que tu sais que si tu Complètement. fais telle dose de courant, ça va tourner à droite, telle dose de courant, ça va tourner à Ouais. gauche? Alors c'est complètement aléatoire. C'est complètement aléatoire. Alors, c'est aléatoire en fait du point de vue de mon procédé. C'est-à-dire que moi, en fait, la feuille, je la fais pas. Je la prends en fait d'une bobine de feuilles d'aluminium, hein, enfin voilà, je la découpe, mais je fabrique pas en fait le matériau à la base. Donc dessus en fait, c'est aléatoire dans le sens où je suis tributaire de l'aluminium. Qu'est-ce qu'il a comme impureté? Qu'est-ce qu'il a comme défaut à l'intérieur de sa structure? Même si je dis aluminium, aluminium, bah, ça reste un métal et donc du coup, il est pur à un certain degré. Donc c'est des tas de paramètres qui vont du coup influer sur la qualité des virages, à quel moment ils se font, à quelle profondeur ils vont s'effectuer. Moi, mon procédé, en fait, ce que je développe, ça va juste promouvoir l'effet. C'est-à-dire que je sais que si je vais moduler ce courant, alors je vais faire en sorte qu'il y ait plus de virages initiés par les tunnels. Beaucoup plus. Voilà. Que si je faisais une gravure voilà, classique comme avant. D'accord. Et du coup, enfin, je me pose une question, c'est que du coup, si on sait que le courant aide à favoriser ça, est-ce que ça serait pas bien d'essayer de chercher le moyen d'apprivoiser en quelque sorte le comportement de l'acide afin de pouvoir créer de facto et 100% artificiellement bah, un labyrinthe, se dire bon bah voilà, je prends une feuille d'1 cm² de surface visible. Et puis je sais qu'avec telle modification de courant pendant sa dissolution, enfin pas dissolution, mais pendant sa gravure, bah, faire tel pattern de courant électrique fera que je pourrai optimiser un maximum l'épaisseur de ma feuille et comme ça créer un gros labyrinthe dedans qui me donne des capacités de ouf. Ça serait pas une autre version de cette recherche qui pourrait En aider? fait, ouais. En fait, En fait, c'est entre guillemets le cas, c'est simplement que du coup, dans l'industrie, c'est ces acides qui sont utilisés. Donc du coup, voilà, je le présente un peu, voilà, en disant, ah, j'utilise tel acide, point barre. Et du coup, en fait, mais il y a une raison derrière, c'est qu'en fait, c'est voilà, c'est que commercialement parlant, et en fait surtout environnementalement parlant, les solutions qu'on utilise, elles sont très acides. Donc imaginez qu'on change de bain comme ça implique toute une logistique derrière, Ah, mais qui est ouais, je parle pas de changer de bain, hein. Je parle ouais. vraiment de juste contrôler plus précisément, enfin chercher Mmh. euh, par exemple, Ah d'accord, OK. tu parles en électrovolts, il me semble, en kilovolts, pardon. Non, je suis plutôt en volt. Je suis plutôt en volt. Bon, en volts, mais genre par exemple, bon bah on sait que 1,0088 volts, et bah il va faire tourner à gauche et ainsi de Ouais. suite. Alors là-dessus, Essayer de déterminer ouais, ça en fait, c'est ça que je pensais. ouais. D'accord, OK. J'avais pas saisi ta question. D'accord, OK. Alors non, parce que en fait, les virages sont strictement dus à la qualité du métal. C'est-à-dire que s'il y a pas, ce qu'on va exploiter en fait, c'est des défauts qui sont à l'intérieur du métal. Donc s'il y a pas le défaut, alors le défaut, c'est au sens large. Ça peut être une impureté chimique, donc typiquement un métal genre, j'en sais rien, du cuivre, voilà. Une toute petite inclusion de cuivre qu'il y a dans l'aluminium. Bah, s'il y a pas cette impureté, s'il y a pas ce défaut, là, le tunnel ne fera pas de virage, tout simplement. Donc là-dessus, on est vraiment, complètement dépendant, du métal, en ce qui concerne la direction de ces virages et et le la structuration, voilà. Tout ce qu'on peut faire, en tout cas de mon point de vue, par rapport à ce que je fais et voilà, je peux pas m'avancer en disant, que, c'est possible de contrôler l'orientation des virages. Pour le moment, j'ai rien
qui peut me permettre de dire ça. Je peux juste augmenter en fait statistiquement le nombre de virages qui vont tourner. Et donc favoriser en fait, promouvoir des phénomènes comme par exemple des tunnels qui viennent se connecter à d'autres. Voilà. C'est pour le coup ce que je fais, c'est uniquement statistique. C'est juste, on va observer que ah bah sur une feuille qui a pas subi ces modulations de courant, et bah du coup on a beaucoup moins de virages que sur les feuilles qui ont subi des modulations de courant. Voilà. Là-dessus, c'est la seule chose sur laquelle je peux agir. Mais du coup, dernière petite question et après je laisse la parole. Mais du coup, et ben justement, enfin, travailler sur faire toi-même ton aluminium avec un certain pourcentage, tu disais, de cuivre, par exemple, qui permet de Ouais. créer des fossés, des impuretés. Pourquoi justement pas essayer de créer cette feuille d'aluminium soi-même afin de faire en sorte à que au centre de cette feuille il y ait une certaine quantité d'impuretés qui fait qu'on va qu'on va faire un rendement exceptionnel parce que du coup vous savez qu'il y a si je reprends cette histoire de 1 cm², si on dit que pour cette feuille d'1 cm² d'alu il y a dedans 20% de cuivre, et tu sais que tu vas déjà avoir 20% d'impureté, donc potentiellement plus de bifurcation, etc. Ça serait pas intéressant du coup de travailler sur la feuille, justement, sur la création de la feuille? Ouais, d'un point de vue technique, 100% d'accord avec toi, je te dis oui, exactement. Ce serait, voilà, d'un point de vue purement technique, c'est ça. Après, c'est plus d'un point de vue industrie. C'est juste à revoir après avec les volumes qui sont traités par l'industrie. Là, voilà, je présente voilà, des choses qui sont très petites, qui se passent à des choses micrométriques. Mais pour donner un ordre d'idée, ce qui est traité là-dessus, ces feuilles, elles proviennent de bobines qui font 50 cm de large, et les bobines qui sont utilisées, donc qui sont entraînées dans des bains successifs pour pouvoir être traitées, c'est des bobines qui font entre 1 et 2 km de long. Donc t'imagines le bobinage et t'imagines du coup la quantité d'aluminium qu'il y a. D'un point de vue industriel, c'est du coup très compliqué de faire ça, parce que du coup tu as un effet de masse. Voilà, tu traites plus du coup 1 cm², tu traites du coup en fait une quantité, un volume et un poids qui est une masse d'aluminium qui est énorme en fait. Et donc tu peux, enfin en tout cas ce que nos fournisseurs, hein, chez qui on achète l'aluminium peuvent nous donner comme assurance, c'est une assurance statistique, en disant bah écoutez statistiquement notre aluminium il est composé de ça, ça, ça et ça. Et du coup en fait voilà, ça ira pas plus loin que ça. Mais d'un point de vue technique, je suis tout à fait d'accord avec toi que si on était capable de positionner où on le veut, comme on le veut, les impuretés, quelles qu'elles soient, on serait du coup capable d'avoir une gravure complètement maîtrisée. Mais encore une fois, c'est l'effet de masse. Du coup, quand tu multiplies, voilà, tu pars un échantillon d'un centimètre carré sur 1 cm², je pense que ce serait tout à fait possible, notamment avec des méthodes de dépôt ou ce genre de choses, et des recus adaptés. Mais quand tu passes ensuite sur des feuilles qui font, voilà, où tu dois traiter 50 cm de large et 1,5 km ou 2 km de feuilles, c'est beaucoup plus complexe déjà. Ok, merci. Eh bien. Horizon, tu avais une question aussi? J'avais effectivement 2 petites questions qui étaient en fait dans la droite ligne de ce que posait Ethan comme question aussi. La question que je me posais, c'est là dans la gravure électrochimique, est-ce que au final ça utilise des champs magnétiques déjà? Non, ça, on est plutôt sur le champ électrique. On Et utilise uniquement le champ électrique. est-ce qu'il n'y a pas moyen, quand on regarde la forme du champ magnétique d'un dipôle, quand on imagine que ce qui va venir corroder le métal peut éventuellement être chargé, donc le champ magnétique va pouvoir influer les endroits où il va y avoir corrosion ou non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rajouter un champ magnétique pour favoriser le fait que les pointes où le champ magnétique est le plus fort soient pas attaquées, mais que ce soit plutôt les surfaces planes qui soient attaquées en premier, ce qui permettrait en fait, d'avoir une forme du matériau qui soit beaucoup plus chaotique, entre guillemets, bitfract. Ouais. Est-ce que ça serait faisable? Alors,
C'est une excellente question, parce que les problématiques de répartition des champs, c'est encore une problématique aujourd'hui. Hem, En fait, là, on travaille surtout sur le champ électrique et sa répartition dans le bain. Donc, quand je dis dans le bain, c'est vraiment la solution acide, hein, qui va, du coup, ronger, en fait, l'aluminium. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est le champ électrique, pour le coup. Heu, Dès qu'on impose une tension, en fait, on sait que, du coup, toute la feuille va être attaquée. Surtout qu'on utilise, enfin, voilà, notamment l'acide chlorhydrique, on sait que lui, voilà, s'il peut attaquer quelque part, il attaquera, parce que c'est un acide qui est très réactif. Donc, on sait que s'il peut dissoudre un endroit, il va dissoudre un endroit. Hem, Au niveau du champ magnétique, j'ai envie de dire, c'est encore une fois, c'est une question de de volume, encore une fois, à faire. C'est des, alors, je suis un peu moins spécialiste de la question tout ce qui va être des champs magnétiques. Mais ce que je dirais surtout, c'est qu'en fait, le champ électrique qu'on impose, en fait, il est très fort. Et on utilise vraiment un maximum de matériaux conducteurs. Donc, je suis pas sûr que, enfin, voilà, je saurais vraiment pas me prononcer là-dessus sur comment le champ magnétique peut s'articuler, en fait, dans le bain et en dehors, en fait, du champ électrique. Ok. Heu, une chose est sûre, en tout cas, tu parlais du positionnement et de savoir où est-ce que ce serait gravé. C'est vraiment les défauts de la feuille d'aluminium, notamment en surface, qui vont définir où il y a ces porosités, en fait, où il y a ces tunnels. Ouais, j'imagine que déjà c'est un peu galère quand il y a un champ électrique pour voir Mmh, où ça sera attaqué à cause de ces impuretés. c'est ça, Alors si on rajoute un champ magnétique par là-dessus sur cette feuille où il va y avoir là aussi des impuretés qui vont jouer sur la forme du champ, c'est ouais, ça, ça va être un peu le souk. Ok. c'est ça. Deuxième question, qui était, au lieu d'essayer de corroder une feuille, est-ce qu'il n'y aurait pas Mmh. moyen de construire une feuille qui serait elle-même avec un rapport surface spécifique sur surface apparente qui soit suffisamment important, par exemple en utilisant des polymères, une réaction de polymérisation qui serait... Comme en Ah, microélectronique, par exemple. c'est déjà ce qui se fait? Ouais, en fait, ça se fait pas pour ces technologies, heu, parce que enfin, alors il y a deux choses, en fait. Il y a 2 sujets, 2 raisons pour lesquelles ça se fait pas trop. C'est encore une fois une question de taille, c'est-à-dire que ce qui se fait, par exemple, pour la microélectronique, c'est typiquement ce que tu disais, en fait. C'est ce qu'on appelle du dépôt par masque. En fait, voilà, on fait un masque de polymère, voilà. On vient donc, détruire, en fait, ce polymère avec un rayonnement ultraviolet, par exemple. Mhm. Mais juste avec un masque et à certains endroits. Et ensuite, on va venir déposer un métal. Voilà, donc, ceux qui sont plus dans la microélectronique, ils diront plutôt par exemple le silicium, qui est voilà, très, très, très utilisé. Mais on peut déposer de l'or ou d'autres métaux, hein, c'est pas la question. Et on va déposer ce métal, en fait, et ce métal, en fait, va se déposer, en fait, dans les trous, et du coup, on peut faire des structures comme ça avec certaines formes. Mais là, du coup, c'est pour jouer justement sur, comment dire, Ouais, ce soit serait je pensais que l'inverse, en c'était fait. ouais, ce à quoi je pensais, c'était vraiment avoir une structure qui soit pareil, Mm. genre fractale, où ton polymère, il y a une tige, et puis après, sur cette tige, tu en as une autre qui pousse, sur laquelle il y en a C'est une ça. nouvelle, puis sur Mm. laquelle, etc. Ouais. Tu viendrais Euh, métalliser l'ensemble de cette mm. nouvelle forme, en fait. C'est ça. Là-dessus, sur la technologie à l'heure actuelle, ça se fait pas sur les mêmes ordres de grandeur que ce qui est traité à l'heure actuelle. Donc du coup, en fait, c'est plus par défaut en se disant, bah, il y a cette méthode qui marche bien et il y a pas la techno en face pour faire autrement. Donc du coup, c'est pour ça que c'est pas populaire. Je suis d'accord que ça pourrait marcher. Après, il y a un autre souci technique, c'est qu'on est sur de l'aluminium et disons-le, c'est un matériau qui mécaniquement c'est de la merde, faut le Ok. dire, hein, c'est très clairement. C'est ductile, donc ça se froisse très facilement. Donc, espérer déposer des structures dessus qui sont toutes petites, donc de l'ordre du micromètre, voilà. C'est de l'aluminium en plus qui est épais, donc du coup, à la moindre manipulation, heu Remarque, sauf si tu le fais par électrolyse, tu as une solution d'aluminium, et puis après tu baignes ton polymère là-dedans, et puis tu fais passer un champ pour que mmh ça se colle sur le polymère. Ça peut être faisable, ça doit dépendre du polymère, j'imagine. Ça doit dépendre, alors ça doit dépendre du polymère, mais je parlais plus pour l'étape finale quand tu as réussi à déposer en fait Ouais. ton métal par-dessus.
Pas faux. Vu que c'est du bobiné, en fait, voilà, dès que ça va être pris dans une pince de bobinage et que ça va être bobiné, en fait. Alors, Ok. normalement, voilà, quand c'est bobiné, maintenant, c'est assez bien maîtrisé. On détruit pas non plus à fond la feuille, hein, on la brutalise pas, mais ça reste de l'aluminium, donc voilà, c'est très ductile, c'est ça le problème. Compris. Bah écoute, merci beaucoup pour tes réponses et puis pour la présentation qui effectivement était très claire. Merci. Merci Horizon. Je vais passer la parole à Loulou. Oui, moi c'était juste pour demander par rapport à... Tu disais que c'était possible de faire en petite quantité des feuilles avec des impuretés contrôlées pour contrôler les virages précisément. Est-ce que ça serait possible ou envisageable, par exemple, pour des industries où le poids, etc., c'est important et l'efficacité, par exemple l'aérospatiale? Ah, oui, alors après, sur l'aérospatial, Ou faudrait autre alors, chose? alors, j'en ai pas entendu parler pour les condensateurs. Après, je sais qu'ils le font pour d'autres métaux, mais qui utilisent aussi des gravures électrochimiques. Alors, typiquement du titane ou des alliages de titane, s'il y a des gens qui sont plus calés en aéronautique, et notamment en matériaux pour tout ce qui est fuselage et tout ça, je sais que ça se fait pour ce genre de matériaux où en fait, il y a un pré-traitement avant cette gravure, où en fait ils déposent, ils font le matériau et ensuite sur ce matériau, en fait, après ils viennent déposer des impuretés, alors je ne sais pas lesquelles, mais ils viennent déposer des impuretés et après ils font une gravure électrochimique un peu dans ce style-là. Euh, on souhaite pas la même chose à la fin, mais c'est dans ce même style-là. Et ça se fait déjà. Mais là, on est plus dans l'aérospatial, on est plus sur des techniques pour faire des pièces uniques. Voilà, tu vas faire une partie d'un fuselage. Voilà, c'est pour traiter une pièce. Là, on est sur de la production en continu, parce qu'à la fin, ce qui est vendu, en fait, c'est des mètres carrés de feuilles. Donc voilà. Faudrait trouver en fait aussi une méthode en continu pour pouvoir déposer ces impuretés. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, je me disais une autre chose aussi, c'est par rapport à... Tu parlais de l'âme de la feuille d'aluminium, Ouais. et est-ce que ça serait possible de, par exemple, faire une feuille avec un matériel composite à la place de l'âme pour la rendre plus fine et du coup avoir des capacités structurelles meilleures ou... Alors, j'ai entendu parler d'un projet qui faisait ça, où typiquement, au lieu d'avoir un aluminium, on essayait d'avoir l'aluminium le plus pur possible. En fait, on faisait un alliage d'aluminium et scandium, il me semble. Aluminium, scandium. Et en fait, le scandium était là, hein, entre guillemets, pour rigidifier la feuille. Et ce qui permettait du coup de graver beaucoup plus, en fait. Graver de la même manière, mais en laissant beaucoup moins d'aluminium, en fait, non gravé, donc beaucoup moins d'âme centrale. Et du coup, tu as une feuille plus rigide et donc du coup, qui est plus résistante, en fait, au pliage. Puisque c'est ça qui est important lorsque, voilà, c'est le fait que tu puisses plier ta feuille. Donc oui, ça existe. Ça existe, ce genre de méthode. C'est c'est pas très répandu parce que la feuille coûte beaucoup plus cher avec l'alliage aluminium scandium, parce que le scandium coûte très cher. Donc voilà. Mais donc on reste, l'industrie reste sur de l'aluminium standard pour le moment. On essaye d'avoir un aluminium le plus pur possible, mais pas trop, euh, pour justement faire cette gravure. Voilà, c'est tout, merci. Merci Loulou. Je vois que Pinta semble avoir une question. Oui, j'ai plusieurs questions. Enfin déjà, merci pour la présentation qui est vraiment très très claire et qui est très bien faite. Et c'est des super images MEB que t'as. Enfin, pour avoir vu des gens faire des images MEB et connaître la galère que c'est vraiment de très très belles images que t'as. Au bout de 3 ans, en faire toutes les semaines, ça va. Oh ouais, J'ai eu le temps de mais m'améliorer. enfin là on voit pas le travail que c'est, mais ça représente un travail assez monstrueux, j'imagine. Ouais, c'est 3 jours pour préparer certains échantillons, juste pour le même. Voilà. Ouais, bah, du coup, j'ai plusieurs questions. Ouais. Une de mes, déjà, au niveau de la technologie globale, est-ce qu'il existe d'autres procédés pour arriver à un résultat équivalent pour optimiser les condensateurs? Alors, sur les condensateurs électrolytiques, voilà, parce que c'est vraiment là où est axée ma thèse,
Il y en a d'autres, entre guillemets, mais ça va être pour des condensateurs très spécifiques, qui utilisent la même technologie, mais vraiment très spécifiques. Mais 95% des condensateurs, c'est ça. D'accord. C'est cette technologie. Après, alors là, j'en ai pas en tête, comme ça. J'en ai pas en tête. Après, il va y avoir des variations dans le type d'acide qui est utilisé, dans les courants qui sont utilisés, voilà, ce genre de choses. Mais, globalement, on reste sur de la gravure électrochimique de la feuille d'aluminium. D'accord. Et du coup, deuxième question, sur tout ce qui va être la, la résistance mécanique après, enfin, du coup, j'imagine que tu as une limite parce que l'industriel, lui, peut pas se permettre d'avoir de la poussière, quoi. Est-ce que c'est aussi pris en compte, ça, Ouais, bien dans- sûr. Bien sûr, bah, c'est ce dont je parlais pour l'âme centrale, typiquement. D'accord. En fait, la caractéristique qui est testée, c'est du pliage. Alors le pliage, comment on le teste? C'est un test de fatigue. C'est-à-dire qu'on va prendre la D'accord. feuille, on va découper une éprouvette, on va la pincer il va y avoir 2 pinces, et une pince, elle, va être sur un moteur qui va faire osciller en fait la feuille jusqu'à qu'elle casse. Voilà. Et on compte le nombre de plis en fait qui ont été faits à un certain angle avec toujours la même vitesse et le même poids. Et voilà. Et il faut qu'on soit toujours au-dessus de tel nombre. Voilà. C'est une norme qui est comme ça. D'accord, un test de fatigue. Voilà. Et l'aluminium, enfin, j'imagine que si, enfin, pour le procédé en lui-même, la structure cristalline de l'aluminium doit avoir une importance. Comment est-ce que vous vérifiez, enfin, déjà, est-ce que la structure cristalline de l'aluminium a une importance et surtout, est-ce que c'est quelque chose à contrôler Alors oui, elle a une énorme importance. C'est-à-dire que la microstructure en fait de l'aluminium, euh, sur l'aluminium pur, imaginons, imaginons un aluminium 100% pur. La maille, donc la façon dont les atomes sont arrangés dans l'aluminium, c'est une maille cubique. Donc les atomes d'aluminium sont rangés selon des petits cubes qui sont tous collés les uns aux autres. Et là, c'est un aluminium qui va être, donc celui que j'utilise, c'est un aluminium qui en plus de ça recuit de telle façon que ces cubes sont tous orientés de façon perpendiculaire à la feuille. Donc faut imaginer, si on regarde la feuille comme ça dans son épaisseur, on voit que des colonnes de cubes et qui sont tous du coup avec donc voilà, perpendiculaires à la feuille. Voilà. Ils sont tous orientés comme en colonne comme ça. Et c'est ce qui fait qu'on a des tunnels qui sont perpendiculaires à la feuille. C'est parce que en fait, la gravure vient suivre, elle se poursuit le long de cette direction préférentielle. On appelle ça une orientation préférentielle. Elle continue en fait selon cet axe. Et du coup, en fait, c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas forcément précisé, mais je reviens un petit peu sur les virages. C'est pour ça que les virages se font tous à 90 degrés. Voilà. On a vu à chaque fois, tous les virages se font à 90 degrés, ou en tout cas un degré très proche de celui de 90. C'est parce que en fait, bah, si ça se continue selon cette direction-là, eh bien comme c'est des cubes qu'on a, la gravure ne peut se faire que dans un sens ou à 90 degrés de cette direction-là. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on a des trucs qui sont très cubiques, très verticaux, et voilà. D'accord. Donc du coup, j'imagine que c'est pas un monocristallin que vous avez. Non, non. Et les joints de grains, ça pose des problèmes ou... Alors, ça peut poser problème s'il y a un mauvais recuit sur la feuille. Donc, après être laminé, donc le procédé de laminage, donc on a donc on forme vraiment une feuille. Ces feuilles sont bobinées et après elles sont recuites, donc justement, comme je disais, pour avoir cette microstructure qu'on souhaite. Cette microstructure qu'on souhaite, en fait, elle va forcément pas être homogène sur toute la feuille. Et donc, du coup, ces joints de grains, ils vont être gênants si jamais le recuit est mal fait, mal maîtrisé, parce que du coup, les grains ils vont toujours être perpendiculaires à la feuille, mais il faut s'imaginer que les cubes, en tout cas les mailles cubiques, vont toujours être perpendiculaires à la feuille, mais il faut vous imaginer que selon l'axe perpendiculaire à la feuille,
des cubes vont être désorientés les uns aux autres. Donc voilà, imaginons, c'est difficile parce que je fais la représentation avec mes doigts, mais du coup c'est compliqué sur Discord. Mais voilà, faut imaginer des cubes vus du dessus. Ils sont tous correctement alignés les uns aux autres, et puis d'un coup il y en a un qui est désorienté à 45 degrés, comme ça. Mais ils sont tous perpendiculaires à la feuille, mais ils vont être désorientés comme ça. Et ça peut D'accord. s'observer parce que du coup on va avoir des frontières où c'est complètement dissous, on voit vraiment un grain. On voit vraiment un grain qui du coup se délimite par rapport aux autres. Ouais, désolé pour les comme ça du coup parce que j'ai du mal à. Voilà. Non, mais moi, je vois à peu près le truc. Après, c'est vrai que c'est compliqué à expliquer. Parce que du coup, en fait, ça fait. Enfin, vu que la structure cristalline se continue plus, tes tunnels, ils ont du mal à C'est se ça. propager, quoi. Voilà. D'accord. Bah, c'est-à-dire ils vont toujours se propager, il va toujours y avoir de la gravure, mais vu que ça suit les directions cristallines, bah en fait on va avoir des pores qui vont tourner aussi. Ils vont toujours être perpendiculaires à la feuille, mais ils vont tourner aussi. Et donc du coup, bah, la frontière, ça se passe plutôt mal parce que du coup, il y a des pores entre guillemets qui vont fusionner entre eux. Et du coup, c'est moins de surface spécifique. C'est voilà. D'accord. Et juste une dernière question sur le procédé pour faire tes images de colonnes. Ouais. J'imagine que la résine que tu utilises, elle doit être hyper fluide, non? Ouais, c'est une résine très liquide, donc du coup qui est pas très conductrice, donc c'est très chiant. Il faut déposer beaucoup de carbone. C'est pour ça que l'image qui est en bas à gauche, c'est moi qui ai laissé trop longtemps le fil de carbone dans l'évaporateur. Donc voilà. Voilà. Et donc du coup ça a fait ça. Donc voilà, elle est juste jolie, mais elle a aucun intérêt scientifique cette image. Elle est juste très jolie. Voilà. D'accord. C'est que ouais, du coup c'est parce que nous on utilisait des dépôts, je sais plus, c'est dépôt plasma. On faisait un dépôt d'or sur nos trucs. Là c'est Ouais. un dépôt carbone. Ça marche C'est comment? carbone. Alors en fait c'est un fil que tu bloques entre donc deux électrodes. Et en fait donc tu fais le vide. Tu mets ton échantillon, tu fais le vide. Et une fois que le vide est fait, tu balances un fort courant. Tu as ton fil carbone qui commence à brûler en fait dans le vide. Et du coup, tu as plein de carbone qui est balancé dans la chambre. Et donc, du coup, ça dépose du carbone sur ton échantillon. Et après, une fois que c'est D'accord. fait, bah voilà. Et donc Plus là, qu'à c'est. mettre. Voilà. Et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que typiquement, le fil carbone a sauté. Donc, je l'ai laissé beaucoup trop longtemps. Donc, du coup, ça a fait plein de petits dépôts comme ça. D'accord. D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup pour tes réponses. Bah, merci à toi pour tes questions. Ah oui, c'est précis hein, ce soir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous démuter. Moi, j'avais des questions, mais un peu plus d'ordre général, industriel, justement. C'est l'application de tout ça. Est-ce que c'est déjà en application? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est... Parce que là, j'ai l'impression, vu que, comme tu disais, tu es en cifre, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu fais une partie de ton travail directement chez l'industriel. On a vu que c'était une question importante. Est-ce que tu sais si ton travail va avoir des applications concrètes dans le futur de ça? Ouais, bah c'est le but en fait, parce que là, voilà, la façon dont je le décris, je m'intéresse beaucoup aux matériaux, mais ce qu'il y a derrière, en fait, c'est de créer un procédé, en fait, hein, que ce soit directement appliqué sur les machines de production. Et comme je disais, après, c'est créer en fait des qualités supérieures à ce qui se fait déjà. Et donc du coup, voilà, c'est toujours un peu la course en fait avec les fabricants de condensateurs, parce que eux, en fait, quand ils fabriquent un condensateur, c'est parce qu'ils ont des commandes de gens qui en ont besoin. Donc typiquement, c'est des gens qui vont faire de l'assemblage. Donc je sais pas, par exemple, Bosch va vouloir faire ses nouvelles machines à laver. Et avec toute l'électronique qu'il y a dedans, ils ont besoin de condensateurs qui sont encore plus performants, qui sont toujours plus petits, qui sont toujours plus capacitifs. Et eux, du coup, ils vont du coup acheter ça à des fabricants de condensateurs. Et donc ces fabricants de condensateurs, ils nous disent, bah écoutez, moi maintenant, moi avant, je prenais telle qualité de feuille parce que ça m'allait bien, mais en fait, il faudrait que vous me vendiez la même surface, mais d'une électrode plus compétitive, quoi, qui est plus performante, qui emmagasine plus d'énergie. Et donc là-dessus, c'est voilà, c'est le but qu'il y a derrière. Donc je m'inspire de ce qui se fait déjà et je l'améliore pour faire plus simple. Et globalement, en fait, je participe aussi à la construction d'une nouvelle machine de production
qui appliquerait ce que je fais, en fait. Voilà. Donc le travail sur lequel je me base est déjà fait. C'est déjà quelque chose qui est industriellement fait et maîtrisé. Mais les choses que je développe, dont notamment en fait ces virages de port, ces virages de tunnel, c'est des choses qui vont se faire. Voilà. Ah, c'est À pour une l'instant, échéance. c'est pas appliqué en fait. C'est pas On appliqué. reste Non. sur la technologie tunnel simple, entre guillemets, si je peux Ouais, faire ça. c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est majoritairement ce qu'il fait. Et après, voilà, c'est majoritairement ce qui se fait, ce qui est produit, c'est du tunnel perpendiculaire avec quelques virages, mais bon, c'est des virages qui sont, voilà, comme je dis, le comportement est aléatoire. Donc voilà, ça se fait un peu par défaut. Et moi, en fait, je promeux en fait, ces, euh, ces virages là-dessus. D'accord. Eh ben, écoute, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Puis on découvre des trucs. Moi je savais pas qu'il y avait encore de la compétition dans ce genre de truc en fait. Parce que tu as l'impression que c'est un machin assez vieux. C'est une vieille technologie, cette chose. C'est vieux, ouais, c'est vieux. On a commencé vraiment. Alors, on faisait de la gravure électrochimique il y a 70 ans, mais on faisait pas ce genre de gravure. Ce genre de gravure, à peu près, ça a commencé il y a une trentaine d'années. On le faisait sur des feuilles beaucoup plus épaisses parce que c'était très peu maîtrisé par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et voilà, et on faisait des ports beaucoup moins profonds, mais voilà. On va dire que ça se fait, voilà, on va dire 30 ans, ouais. 30 ans là-dessus. Mais c'est toujours un secteur qui est compétitif, notamment d'ailleurs pour la 5G qui va arriver. La 5G qui va arriver, bah, si les bornes 5G peuvent être équipées de ce genre de technologie. Voilà. D'accord, bah, c'est bien, c'est un exemple vraiment concret de Ouais, ton travail en fait. T'es un peu c'est ça. valorisant de te dire, ah bah C'est voilà, ça. si vous allez avoir des débits débiles chez vous, c'est en partie parce que je me suis fait chier à Parce faire que des photos en 3 jours. c'est ça, exactement. Exactement, voilà. Donc si un jour vous vous dites, oh, fait chier, la 5G elle passe pas, voilà, dans un futur proche, et ben vous pourrez venir me voir directement et m'engueuler. Euh, voilà, parce qu'on ne C'est produit pas exactement ça assez. qu'on va faire. On va venir se plaindre chez toi. Voilà, T'as pas fait du assez surtout. bon travail. Et voilà. Voilà, vous venez sur ma chaîne YouTube, vous dites arrête de faire des vidéos, s'il te plaît, fais des meilleures feuilles. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous voulez vous démuter? Sinon, tout simplement, bah, je pense on va pouvoir te remercier, Natwa. Est-ce que tu veux nous reparler un petit peu de ta chaîne, justement? Ah, question de dernière minute, attends, de Tom Craft qui fait Ouais. on gagne en qualité, mais du coup, est-ce que la fragilité réduit la durée de vie de l'électrode? Alors la durée de vie, ça va dépendre d'autres choses. Là pour le coup, en fait, ce qu'on va vraiment appeler la durée de vie de l'électrode, c'est plus dans les étapes qui vont venir après. Donc comme je le disais, l'électrode, elle est pas toute seule, on va mettre un isolant en fait dessus. Dans ce cas-là, en fait, on va oxyder en fait la feuille. Donc l'aluminium, on va garder de l'aluminium métal qui est conducteur et on va former un oxyde dessus, on va l'oxyder une certaine épaisseur selon ce qu'on a besoin. Et en fait, la durée de vie de l'électrode, elle va vraiment dépendre de cet oxyde qu'on forme. C'est l'oxyde qui forme l'isolant. Et à l'intérieur du condensateur, si l'isolant claque, ce qu'on appelle le claquage du condensateur, si l'isolant claque, c'est fini. Le condensateur, il est mort. Enfin voilà, tu peux le prendre, le jeter. Enfin, non, ne le jetez pas parce que c'est très polluant, donc il faut l'amener dans des trucs particuliers. Mais voilà. Sur la durée de vie vraiment de l'électrode, non. Sur la fragilité et sur les résistances mécaniques, oui, mais ça, c'est juste une partie où on se dit, bah, si on est arrivé à bobiner la feuille, bah, c'est bon. Voilà, si on a fait le condensateur, c'est bon, il n'y a pas de souci. La durée de vie, c'est plutôt sur la partie isolant qui va être déterminante. Ok, alors je sais pas s'il y avait une autre question ou juste il te remercie. Je vais lui laisser une petite minute. N'oubliez pas, hein, si vous êtes dans le doute, branchez-le à l'envers. C'est une très bonne manière de tester Oui. l'électronique. Hein. Si vous voulez être sûr qu'il marche, C'est ça. s'il y en a qui Si- ont si déjà vous- essayé de les mettre à l'envers, c'est très drôle. Voilà. C'est Ouais. par rapport au fonctionnement des feuilles que ça explose quand on les met à l'envers?
Faut pas inverser anode et cathode? Oui, exactement. Alors, comme tu disais dans la, dans la présentation en fait, du sujet, il y a une cathode qui est plus fine que l'anode. Et en fait, moi je travaille sur l'anode parce que c'est vraiment là où il y a vraiment les propriétés capacitives. Voilà, on les grave et tout machin pour avoir une vraie surface spécifique. Mais la cathode, elle est beaucoup plus fine. Elle est quasiment 10 fois plus fine hein, que l'anode. Tout simplement parce que c'est pas là où vient le courant. Voilà. L'anode, elle, on la fait plus épaisse parce que c'est là où vient le courant, c'est là où c'est là où la tension va s'imposer. Et donc, du coup, c'est fait pour soutenir des tensions très élevées. Voilà. Donc, si tu parles par exemple de ton frigo, c'est fait pour soutenir du 240 volts. Voilà. Mais si tu le branches à l'envers, du coup, tu as la cathode qui est beaucoup plus fine, qui va se choper le 240 volts, et elle est beaucoup plus fine, elle peut pas tenir ça en fait, la cathode. Donc c'est pour ça qu'il claque. Si tu as de la chance, tu entends juste un gros clac. Si t'as pas beaucoup de chance, ça prend feu. Voilà, ça dépend ce qu'il y a dedans. Mais voilà. Reste assez marrant. C'est ça, oui. L'électronique aussi, avec Rilmiop. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous du tout. Et aussi, si vous vous amusez aussi à démonter notamment des micro-ondes, ne le faites jamais si vous n'êtes pas formé à ça, parce qu'il faut un outil spécial qui s'appelle une barre de mise à la terre, où en fait, vous mettez c'est une grosse barre de métal que vous mettez sur le micro-ondes qui est démonté, et voilà, vous êtes complètement isolé, et dès que ça touche la terre, vous entendez un gros clac. Là, parce que dans un micro-ondes, il y a des condensateurs qui peuvent aller jusqu'à des tensions de 1000 volts. Donc faites très attention. Voilà, si vous faites de l'électronique comme ça, ne faites pas n'importe quoi. Moi, c'est expérience personnelle. Hein. Je me suis pris ça avec un flash d'appareil photo jetable. Ouais. Qui ont qui sont assez puissants en fait, parce que les flashs, c'est particulièrement toute l'idée hein, de déverser énormément d'énergie très vite. Et en ouvrant le flash pour récupérer la pellicule qui était dedans, j'ai mis le doigt sur la plaque électrique et le flash est parti dans mon doigt, à peu de choses près. C'est ça. Ça fait vachement mal. Ça fait Oui. vraiment pas du bien. Ça, c'est très désagréable. J'ai eu mal pendant 2 jours. Et c'était un truc, c'était un flash. Hein. C'était pas un micro-ondes. Hein. Mais effectivement, Ouais. je ne tenterai pas de démonter un micro-ondes comme ça. Ouais, voilà. Eh bien, Natowa, merci beaucoup. Je voulais te poser la question de reparler peut-être un petit peu de ta chaîne YouTube. C'est le moment. Bah écoute, hein, ok. Donc ma chaîne YouTube, c'est Nato Assiture. Hein, si vous cliquez sur mon pseudo sur Discord, vous allez dans l'information, vous aurez le lien. Donc je fais principalement. Alors, c'est une chaîne qui est toute jeune. Hein, j'ai commencé à poster les vidéos il y a même pas un an, comme ça. Donc c'est vraiment tout jeune hein, comme Texte à 3 concept. mois. Hein. Voilà, même 3 mois. Voilà. Non, j'ai ouvert la chaîne il y a plus d'un an, mais j'ai posté qu'il y a que 3 mois. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc je fais principalement de la vulgarisation scientifique autour des chiffres et des nombres. Comment on les perçoit. Parfois, je m'intéresse à des sujets bien spécifiques. Parfois, je m'intéresse à des tas de sujets différents, mais je les vois à travers le prisme des nombres et des chiffres. Et sinon, après, je m'essaye aussi à d'autres styles de vidéos. Voilà, j'ai commencé une petite série de let's play narratifs qu'il faut absolument que je termine. Je vais aussi parler de jeux de rôle dessus, donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, écoutez, abonnez-vous, lol. Merci beaucoup Natowa. Merci à tous d'être venus poser vos questions, de regarder cette petite thèse en synthèse. Merci à tous ceux qui nous regardent sur le replay. On n'a pas de robot ce soir parce qu'il y a des problèmes chez Discord, donc je vais faire semblant. Alors je vous verrai au montage que la musique monte doucement, cette musique d'ascenseur qui va nous indiquer la fin de ma thèse en synthèse. Et puis à très bientôt, à jeudi prochain pour une nouvelle thèse. Salut! Salut!